le colonialisme français. Et en remontant à cette date, et en relisant tous les écrits de ces colonisateurs, nous ne trouvons aucune expression, aucun qualificatif qui montre que l'Algérien, d'abord il n'a jamais été algérien, il n'a jamais été considéré comme étant un Algérien. Il était considéré comme un sous-homme, donc c'était le code de l'indigénat, le infâme de l'indigénat. Bravo, absolument, c'est là où je voulais en venir. Il a été considéré comme un sous-humain, comme un rien. Comme un esclave. Donc, on l'appelait, c'est l'esclave. On l'appelait. Donc il a été. Absolument. Donc tous ces qualificatifs, à partir du moment où on ne considère pas quelqu'un comme étant un homme, à ce moment-là, on le considère comme un animal. Ouais. Dès qu'on le considère comme, justement parce qu'on l'a toujours considéré comme un sous-humain, comme un esclave, comme un sujet, ouais. Un sujet. Ouais. Parfois on disait un nord-africain, parfois on disait un français musulman, parfois on disait l'indigène, et d'autres sobriquets, évidemment, ouais. Qu'on ne peut même pas utiliser, des chiens, des halouf, des felouses et tout ça, et des felouses et tout ça. Ouais. Donc, à partir de là, toutes les atrocités, tous les traitements qui ont été réservés aux militants du FLN, aux membres de l'ALN, par les parachutistes, par les militaires français, ça démontre qu'ils n'ont jamais une considération pour cet Algérien qui combat, qui lutte pour sa liberté comme étant un humain. Donc, évidemment, ces images me reviennent comme ça. Des hommes, les combattants ont été jetés des hélicoptères. Oui. Des combattants sont morts sous la torture, évidemment. Oui. Et quelle torture? Quelle torture, oui. On a recensé, personnellement, j'ai recensé plus de 50 procédés de torture. Et lorsque nous revoyons actuellement, jusqu'à maintenant, nous revoyons certaines images de torture, celui-là auquel on met la GGN, l'électricité, et et puis tous ces procédés, c'est pas la peine que je au chalumeau, il y a des... Au chalumeau, le rabot, je ne vais pas citer tous ces procédés, ils sont connus. Cela veut dire que cet Algérien, il faut semer la terreur, la terre brûlée, la terre brûlée. Des maquisards ont été découpés, des bébés, il faut le dire, des bébés ont été sortis du ventre de leur mère et on s'amusait avec, comme si c'était un ballon. Des harkis participaient à ces opérations. Et puis en 1956, il y a c'est la guillotine qui entre en action. Donc voilà donc une machine infernale pour également marquer les esprits. Il fallait tuer pour l'exemple. On assassinait, la France assassinait des Algériens pour l'exemple. Absolument. Pour semer la terreur. Donc, absolument. Et ce martyr de Zabana qui a marqué, donc, qui a ouvert le bal de cette terrible machine infernale. Mais je crois que si tu veux bien, en parlant de Zabana, deux choses. La première chose est que Zabana, évidemment, a participé aux premières actions du 1er novembre. Exactement. À Kassène, à Sidi Ali, où Zabana était un membre de l'OS. Oui. Donc c'est un homme d'action, de combat, un vrai nationaliste, pur et dur. La première chose. La deuxième chose est que, puisque pour revenir ensuite vers ce sacrifice, beaucoup d'écrivains, beaucoup de nationalistes, même parmi ceux qui ont été les acteurs de la Révolution, dans leurs témoignages, on disait que le combat, c'est le sacrifice. C'est deux choses. Ou la mort, ou la victoire. Ou la victoire. Ou la victoire ou la mort. Donc il retrouve la mort, il est heureux.
parce que c'est son but. Heureux. Lorsque on revoit l'image de Zabana, de Zahan Ahmed Zabana, qui marchait vers la guillotine, et on relit la lettre qu'il avait envoyée à sa mère, à ses parents, et on revoit certains témoignages par rapport au procureur qui était présent, par rapport à ses bourreaux qui tremblaient, et lui il marchait fièrement, défiant la guillotine, en lui disant « j'ai pas peur, j'ai pas peur ». Je n'ai pas peur de la guillotine, parce que je sais que je vais me sacrifier pour mon pays. Et c'est le commun de tous les guillotinés. On donne un chiffre. Il faut le donner. Oui. C'était 3000 condamnés à mort. Oui. Durant la Révolution. Oui. Les condamnés à mort d'avant la Révolution, on n'en parle pas. C'est des milliers et des milliers. Et 222 ont été passés à la guillotine. Donc le colonialisme français, malgré tous ces sacrifices, dans les maquis, dans les camps de concentration, dans les centres de torture, les femmes, les bébés, comme les enfants. Voilà, dans l'un de vos livres, vous avez donc énuméré, vous avez rendu hommage à près de 300 shahids. Il y a j'aimerais revenir sur un cas particulier. Donc, c'est l'ultime sacrifice d'une femme qui était enceinte, pratiquement à terme, et qui sera brûlée vive. Fatima Debbouze de Toudaz. Vous pouvez revenir également sur le sacrifice. Oui. Je vais revenir parce que, de toute façon, à l'image d'une femme. C'est un exemple parmi tant d'autres. C'est un exemple qu'il faut multiplier par celle-là, c'est parce que son cas a été médiatisé, si on veut dire, a été écrit. Oui. Moi, je suis de Toudja, donc je suis du village, je connais sa famille, son père, son mari, qui était moudjahid. Donc cette jeune dame, qui avait 18 ans, à peine, elle était enceinte de 8 mois. Ça s'est passé le 26 mars 1956. Donc c'est au début de la Révolution. Début, en tous les cas, des grandes opérations. Son mari était au maquis, avec 2 ou 3 cousins, ils étaient déjà au maquis, et le lieutenant de la caserne Toudja, c'est... lieutenant Saint-Cyr. Marcel Sansuc. S-A-N-S-I-C, Sansuc, un criminel. Donc il était à la recherche d'informations sur son mari pour essayer de lui mettre la main dessus, si on veut dire. Et il venait tout le temps dans le village qui était à 1,5 km de la caserne, village de Boubarka, son village d'origine. Donc il bouscule la porte, comme d'habitude, il trouve Fatima dans la cour. Donc elle savait à qui... c'était pas la première fois que... Il lui pose la question en lui disant « Ah, tu es là ? Où est ton mari ?» C'est une question qu'il lui a déjà posée plusieurs fois. Exaspérée, énervée, mais courageuse, défiant cet officier qui était lieutenant, le défiant, elle lui dit « Mon mari ?» Elle fait le geste. « Argazio, afagil-jibio » Mon mari est là, il est dans ma poche. Tiens. Pour le défier, donc c'est considéré comme étant un acte par rapport au lieutenant de mépris, en quelque sorte. Et voilà que le lieutenant, il appelle son assistant avec un bidon d'essence, donc il était prêt. Donc c'est un crime prémédité, bien pensé, bien à l'avance, il savait ce qu'il allait faire. Donc il lui met le bidon d'essence et une boîte d'allumettes, il l'allume,
Elle devient comme une torche. Une torche vivante. Une torche vivante avec le bébé. De 8 mois, donc... Voilà. Ensuite, son père de l'autre côté accourt, on le tue, un autre cousin accourt, on le tue, et c'est parti. Et le soir, l'armée française vient en renfort, ils bombardent le village, et ils l'encerclent, et ils mettent le feu. Et tout ce village, c'est 14 personnes, hommes, femmes et enfants, qui ont été asphyxiés par les feux. Et village encerclé, et toutes les personnes qui ont essayé de sortir de l'embrasement ont été tuées. Donc, cette image-là, il faut la multiplier dans les Aurès, en Kabylie, dans le Loire-Senis, le Constantin. Et puis il y a également l'assassinat des responsables. Vous avez évoqué tout à l'heure, donc on ciblait notamment ceux qui ont déclenché la révolution. Le martyr de Ben Mehdi, il est également particulier en 1957. Le martyr de qu'on a maquillé pendant des années. Absolument. Oui. Le martyr de Ben Mehdi aussi, qui est multiplié par... Oui, exactement, exactement. Mais le martyr de Ben Mehdi, celui de Ali Boumendjel. Oui. Exactement, c'est pratiquement le même procédé. Du moins, c'est les mêmes personnes. C'est les mêmes personnes. Absolument. C'est le lieutenant Charbonnier, et puis ensuite, Ossarès et compagnie de toute. Donc, Ben Mehdi, c'est le stratège de la révolution. C'est le stratège de la révolution. C'est le sage de la révolution. C'est le Hakim. Je me rappelle une image quand il est venu de l'Oranie pour assister au congrès de la Soumam, quand comment il s'appelle, Abban Ramdan lui a dit, mais nous d'Alger, on est venus par la montagne, par Shri'a, Zbarbar et tout ça. Et comment tu as fait pour nous rejoindre? Elle a dit, j'ai pris le train. Regardez le courage, quelqu'un qui croit, qui avait foi en la révolution, vient par le train, d'Oran jusqu'à... Bon, mais son sacrifice, cela veut dire que même Ben Mehdi, il savait que ses bourreaux, tronçonnaires, et puis tout le monde, jusqu'à la hiérarchie, jusqu'aux hommes politiques, bien sûr, il savait qui était Ben Mehdi. Il savait comment les Français admiraient Jean Moulin. Jean Moulin, le cerveau de la résistance française. Ouais. Il l'admirait. Mais pour eux, le rebelle est un rebelle, est un sujet. Donc Ben Mehdi, ces bourreaux ont reconnu Bijar. Bijar et tous les autres ont reconnu que Ben Mehdi était un homme politique, était de culture, de sagesse aussi. Un charismatique, un homme charismatique. Un chef, et un vrai chef. Oui. Malgré cela, on réussit à l'assassiner et à mentir lâchement, si on veut dire que parce que lorsqu'on commet un tel acte, il savait qu'il allait faire histoire. Mais on ment. On dit que Ben Mehdi s'est suicidé avec sa chemise, avec les lambeaux de sa chemise. C'est-à-dire un mensonge qui ne passe pas. Et comme on avait dit qu'Ali Boumendjel, c'était on l'a défenestré, soi-disant, c'était sauté de la fenêtre. Moi, j'allais dire, c'est Hassan que j'ai eu la chance. La chance. Celui qui nous écoute, qui nous regarde, va se dire comment il a eu la chance. J'ai eu la chance d'avoir été détenu pendant 3 mois dans le même centre de triage d'El Biar, 94 avenue Clémenceau,
avec Ali Khouja actuellement. Oui. C'est pas ces 3 mois-là où Abou Menjel a été assassiné. Et où a été assassiné aussi Audin, Maurice Audin. Maurice Audin, c'est en l'espace de 3 mois. C'était la même période. C'est la même période, c'est 57, donc mois de mars jusqu'au mois d'août. Et Henri Alleg est passé par là. Donc, Ben Mehdi, c'était dans leur intention pour tuer la révolution. C'est pas tuer un homme. Ils savaient que en tuant Ben Mehdi, tue la révolution. Mais ils se trompaient. Ils se trompaient. Voilà, je voulais juste puisque tu as parlé tout à l'heure de Didouche Mourad. Didouche Mourad, vraiment, quand on pense à Didouche Mourad, on a envie, vraiment, Didouche Mourad est mort le 18 janvier, tu l'as rappelé tout à l'heure, 1955. Donc, parmi les 22, parmi les 6, d'abord c'est le premier, parmi les 22, c'est le deuxième après Ben Abdelmalek Ramadan. C'était le premier shahid, Ben Abdelmalek. Le 4 novembre, lui, et puis le 18. Le 18 janvier 1955, le lendemain de la mort au combat de Didouche Mourad, sort de prison à Ben Ramadan pour faire la liaison avec Ben Mehdi. Un shahid meurt, et un autre homme prend son arme et continue le combat de plus belle. Donc, les Français, moi, lorsque j'ai été libéré de ce centre de détention d'Elbiar, c'était le 29 mars 1959. Le lieutenant Charbonnier, qui était le responsable de notre détention, est venu le matin avec le journal, les 2 corps de Sami Roche et de Silhouès, dans le journal, les cours d'Alger. Ils étaient là. Il m'a dit aujourd'hui, on vous libère. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, parce que votre révolution s'arrête, il n'y a plus rien. Les 2 colonels, commandants de la Wilaya 3 et de la Wilaya 6, voilà, on les a abattus. Donc, vous pouvez partir, on n'a plus besoin de vous. Et c'est l'erreur des stratèges français, parce qu'ils n'ont pas compris que cette révolution était portée par tout un peuple. Donc le 11 décembre 60 est l'exemple le plus éloquent pour démontrer l'engagement du peuple. Donc je vous propose de suivre ce témoignage sur le martyr Boualem Rouchaï. C'est lui qui a fait le lien entre l'ALN et le peuple algérien pour orienter, pour organiser ces manifestations du 11 décembre 1960 à Alger et un peu partout dans toutes les grandes villes algériennes. Et on revient juste après. في تلك الوقت المسمى بوعلام رشاي الكابيتان الزبير يعني أسبوع من بعد استشهد في والمظاهرة كانت ما زالت سايرة لأنه هو كان يقود كمسؤول المظاهرة واستشهد باللباس العسكري في وسط العاصمة. على 42 دقيقة طلعت نحوس لقيت رشاي بوعلام رحمه الله هذا كل ما كانش وتلهوت في واحد جبت لهم حياك وزوار تلهوت فيهم ميت رحمه الله. سي محمد قاعد سي محمد بوخالفة من هيك قاعد في الفوق قاعد طراش برك هكذا نتاع دم هنا في وجهه طراش هذيك هو ميت رحمه الله. مشيت لقيت له موته حوست على الميترايات على الميكرونات ترك السداد طق زقعرت طاح كلش لدحر.
C'est donc un témoignage, des témoignages sur le martyr Boualem Rochaï. Rochaï Boualem, qui a participé donc en tant que responsable de l'ALN à ces manifestations du 11 décembre, on a dit qui ont montré l'adhésion totale du peuple algérien à la démarche du Front de Libération Nationale. Absolument. Bon, par rapport, disons que le 11 décembre, donc c'est une étape. C'est une étape qui a été précédée par d'autres étapes du même poids, la même épaisseur de la révolutionnaire. Évidemment, Rochaï Boualem, il faut dire, recevait des ordres. Bien sûr. Donc recevait des ordres de l'état-major de la Wilaya 4, Mohamed Brouaguia, commandant Brouaguia, qui était. Donc il recevait des ordres de l'ALN. Cela veut dire quoi? Que la population était de mèche avec l'ALN, soutenait l'ALN, obéissait aux ordres de l'ALN pour démentir la propagande française. Pacification, 1960, De Gaulle disait pacification, la France, le peuple algérien est avec nous, encore. Malgré que De Gaulle avait la conviction que c'était foutu pour le colonialisme. Donc, la première chose, c'est la relation entre le peuple qui obéissait à son armée de libération nationale. Donc il y a une relation. Boualem Rochaï a été envoyé justement pour... Il n'était pas seul. Bien sûr, pour organiser ces manifestations. Mais il faut dire que les manifestations de 1960 étaient la preuve indéniable, irréfutable, ou si tu veux, les juristes disent irréfragable. On ne peut pas nier que le peuple algérien était avec son armée de libération nationale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose est que le peuple algérien, lorsqu'il s'est rendu compte que la propagande française risquait d'avoir une influence sur une partie de la population, lorsque les négociations entraînaient à commencer, secrètes et tout cela, c'est le moment de taper fort, de mettre les pieds, comme on dit, dans l'étrier et de peser de tout son poids pour que le peuple dise à la France, à l'opinion française, à l'opinion algérienne, aux colons, aux quelques Algériens qui hésitaient encore, qui savaient tenir, comme on dit, la canne, la safroust, en attendant de voir plus clair, aussi à l'opinion internationale, parce que c'était au moment où l'Assemblée générale des Nations Unies se tenait. Donc cette manifestation avait eu pour résultat, ne pas dire, c'est des centaines de morts aussi, des centaines de morts, des centaines de blessés, des enfants, des femmes qui ont participé. Donc elle a mis un terme à la propagande colonialiste de l'armée française qui disait que le peuple était avec nous. Donc le peuple s'est déterminé une fois pour toutes et on l'a écouté de partout et à l'ONU on l'a écouté du fait que le 20 décembre c'est la résolution, fameuse résolution où le droit du peuple algérien à l'autodétermination a été reconnu et Karim Belkacem avait dit à ce moment-là que les clameurs de Bellecour ont eu leur écho au palais de à Manhattan. Donc, mais il faut dire que le 20 décembre n'est pas le seul épisode où le peuple s'est exprimé. Il y avait la grève des 8 jours également. La grève des 8 jours. Il y a eu août 55, donc l'offensive de... Août 55, tu as très bien fait de nous le rappeler. Absolument. Donc il y avait des étapes comme ça qui ont marqué donc, cette glorieuse guerre de libération. Et la dernière étape, c'est Hassan, en 2 mots, la dernière
lorsqu'on s'est rendu compte qu'aux négociations d'Évian, qui étaient entrées plutôt dans le vif du sujet, et tout le monde s'attendait à une conclusion positive, les négociateurs français reposaient encore une fois le problème du Sahara. Comme quoi, l'indépendance du Nord, le charrette. Parce que dans l'esprit des Français, jusqu'à la partition. Le Sahara depuis longtemps, le Sahara du pétrole, du gaz, le Sahara nous appartient. Vous parlez du Sahara justement, donc parmi les crimes coloniaux, qui a provoqué des milliers de shahids, ce sont ces essais nucléaires qui ont donc vers la fin de la guerre de libération, qui ont également, avec les mines antipersonnelles placées tout au long des deux lignes électrifiées, Maurice et Charles. Évidemment, c'est lié. Oui. C'est lié. Exactement. C'est lié. Moi, je voulais terminer pour parler de la manifestation ultime du 27 février 1962 à Ouargla, où il y a eu 6 morts. Et tout le peuple de Ouargla est sorti pour dire, encore une fois, c'est terminé. Et après Ouargla, le négociateur français, chef des négociateurs, Louis Jox, a reconnu que les dés sont jetés et c'est fini. Donc, revenir au sujet, c'est comment dire, ce sont les atermoiements, la ruse un peu du général de Gaulle. Qui a fait que on est arrivé à une situation, même ça, avec tous les sacrifices du peuple algérien, dans toutes ses composantes. Malgré cela, le FLN, confiant en confiance au peuple algérien, le peuple algérien, lorsque De Gaulle, autodétermination. Comment se fait-il qu'un peuple qui combat depuis 7 ans et demi, qui a versé des fleuves de sang pour sa liberté, son indépendance, on lui demande de s'exprimer par la voie de l'autodétermination, par un vote, est-ce qu'il est pour l'indépendance ou non? C'est quoi? C'est des manœuvres, c'est l'ultime. C'est le mépris. Donc, je dirais, d'un mépris à l'autre, d'un défi à l'autre, d'une lâcheté quelque part à l'autre, au lieu d'aller droit au but, on s'est dépensé énormément en entourloupettes, en atermoiements, en tergiversations et tout cela, mais pour arriver à De Gaulle, parce qu'il voulait faire de la France une puissance atomique. Une puissance atomique, il n'a rien trouvé de mieux que de faire les essais nucléaires de la bombe atomique qui dépassait 4 fois la bombe d'Hiroshima. C'est ça. C'est des faits, je ne me trompe pas. Oui. Et il fait sa bombe atomique dans le Sahara algérien. Pour, bien sûr, montrer aux Américains que... Avec toutes les conséquences. Avec toutes les conséquences, tous les morts. Déjà, les morts. Et pendant... Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, les historiens, l'ensemble, mais la population là-bas, toutes les personnes, les enfants, les femmes qui ont eu des traumatismes, des séquelles, des séquelles ineffaçables de radioactivité, cette bombe-là, et puis ensuite d'autres essais jusqu'à 1966 ont continué, et ils continuent à tuer jusqu'à maintenant. Et que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de traitement
de traitement de ce dossier des essais nucléaires qui, normalement, doit conduire à des dommages et intérêts de la part du colonialisme, de la France coloniale. J'aimerais terminer avec vous avec une question plus personnelle. Donc, en tant que moujahid, je sais que vous étiez marqué par la disparition de vos compagnons. Mais quelle est l'image qui vous a marqué jusqu'à aujourd'hui, donc d'un shahid? Il y en a tellement en réalité, mais évidemment, le plus proche de moi, peut-être, je dirais en un mot, c'est le martyre de mon frère, mon propre frère Mouloud, qui a été tué, tombé au champ d'honneur le 6 mars 1958 par un groupe de militaires français avec des goumiers, des harkis. Donc il a été assassiné devant sa mère, devant ses frères, devant toute la famille. Et lorsqu'il a agonisé et que le lieutenant nous demandait si on avait un mulet pour le conduire à l'hôpital, le soigner, parce qu'on avait besoin de lui, c'est l'expression de ce lieutenant, lui il avait levé le doigt avec un sourire, il a dit non, non, pas de soins, pas d'hôpital, moi je trouve mon compte. Moi, je trouve mon compte parce que j'ai pris le maquis pour combattre, pour la liberté ou pour le sacrifice, pour la mort. La mort est venue la première, je l'accueille avec joie. Et je sais que mes frères, je sais qu'ils iront vers la liberté. Ces images-là sont les images, c'est ceux qui sont morts à la torture. Je me rappelle au casino de la Corniche, un jeune Mouloud, 19 ans, de Cuba. Je ne connais pas son nom de famille, Mouloud. À minuit, casino de la Corniche, il a été transformé en centre de torture. En centre de torture atroce. Et moi, j'ai passé là-bas 15 jours, avant d'aller à El Biar. Avant d'aller, non, d'être conduit à El Biar, transféré à El Biar, à minuit. On était 34 dans une salle qui ne pouvait pas prendre plus de 10. On est venu, on l'a pris, un bel homme, 19 ans. On l'a pris et on l'a conduit vers le rocher. Vers le rocher, c'était un ancien casino. Pour le jeter à la mer à minuit, c'était le 15 ou 16 janvier 1959. Ce sont des images qui ne peuvent pas s'effacer, du sacrifice du peuple algérien. Voilà. Gloire éternelle à nos chouhadas. Je tiens à vous remercier vivement, monsieur Aïssa Qasimi. Tu me permets, si je peux ajouter un mot. Oui, allez-y. Dans mon esprit, lorsque je dis Allah yarham shuhada, Allah yarham shuhada, évidemment, je me rappelle de leur sacrifice. Et je ressens le devoir de transmettre leur sacrifice, de le préserver, de le perpétuer en le transmettant. J'ai écrit ce que j'ai pu écrire. Hommage aussi à ceux qui ont écrit leur témoignage sur la Révolution. Mais mon sentiment, mon désir, mon vœu le plus cher est que nous, aujourd'hui et demain, les générations qui viennent, ils sont là, nos jeunes, ils sont là. C'est de se rappeler que le shahid qui est mort, il est mort pour l'Algérie. Ces millions sont morts pour l'Algérie. Est un bijou que nous devons préserver dans l'endroit né. Mais nous devons aussi, il me semble, non seulement préserver leur mémoire, comme disait Delouche Mourad, mais calquer notre comportement, notre attitude, notre vie de tous les jours, le travail qu'on fait pour construire notre pays, le calquer sur celui des Moudjahidines. Et préserver l'Algérie de toutes les... Des chouhadas. Oui. Et pour construire l'Algérie. La première armée, la seule, c'est
l'arme de l'unité, l'unité du peuple, l'unité des Algériens, des femmes, des hommes, des enfants, des campagnes, des villes. C'est cette unité qui a fait que nous avons vaincu la 4e puissance du monde. Je le dis de mes tripes, si on veut dire comme ça, parce que c'est ma croyance, c'est ma conviction. Encore une fois, gloire éternelle à nos martyrs. Je tiens à vous remercier vivement, Monsieur Aïssa Qasmi, d'avoir répondu donc à notre invitation. Je vous remercie également de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission.